Nous allons donc maintenant parler de l'importance d'une BI, des enjeux, du marketing digital, de la BI comme nouvelle arme des marketeurs. Qu'en est-il au juste dans le monde et en Algérie? Et voici notre panel. Nasser Saïs, Jawed Allel, Siham Kazou et Abdelkader Ben Ghafour, veuillez prendre place. Messieurs, dames, je vous en prie. Marhaba. Nasser Saïs, c'est le PDG de CAT Assurance. Jawed Allel est General Manager d'Adex Technologies. Siham Kazou est directrice générale de Deal Software. Et Abdelkader Ben Ghafour est directeur associé Wissal Group. Et il intervenait à l'instant. Alors, nous allons peut-être donner la parole en premier à Monsieur Saïs. Avec cette business intelligence, vous avez suivi toutes les communications depuis ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, ce concept, à votre avis, est assez clair au sein des entreprises? Bien sûr, il y a l'exemple de l'assurance que vous incarnez très bien, puisqu'avant d'être à la tête de la CAT, vous étiez chez la SAA auparavant. Donc déjà, assurance, entreprise, de manière globale, comment on peut introduire cette thématique avec vous? Merci, merci Monsieur Lahri. Bonjour tout le monde. Très content d'être parmi vous. Plaisir. Merci pour l'invitation. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les présentations, les 3 présentations de tout à l'heure. Il est évident que je ne vais pas revenir sur ce qui est la business intelligence, ce qui est l'intelligence artificielle, tous les avantages qu'elles offrent aux entités économiques, aux sociétés économiques, mais je voudrais quand même aborder le sujet sous un autre angle pour parler de la réalité algérienne et faire peut-être un benchmarking concernant la digitalisation en général et l'utilisation des outils digitaux par les entreprises, à la fois dans les pays à économie évoluée et par rapport à la réalité de notre pays. Je vais commencer d'abord par vous remercier de me donner cette opportunité. Votre invitation à parler de cette thématique m'a obligé, m'a poussé à aller ces derniers jours à chercher à mettre à niveau mes connaissances en la matière. Peut-être si ce n'était pas cette invitation, je ne l'aurais pas fait. Je me serais occupé d'autre chose, de mon travail habituel, quotidien. Pourquoi je dis ça? Parce que pour démontrer que c'est grâce à la contrainte qu'on arrive à évoluer, à avancer. Et comme vous êtes un monsieur à challenge, donc vous avez dit oui. Sans la contrainte, pour pouvoir parler après de la digitalisation en général et d'utilisation des outils de l'intelligence artificielle ou de la business intelligence. Je disais donc, sans contrainte, c'est la contrainte enfin qui crée le besoin. Quand on évolue dans un secteur où il n'y a pas de contrainte, on ne cherche pas à s'améliorer. Je vais citer un certain nombre d'exemples dans le secteur économique en général et dans le secteur où je travaille de manière particulière. En 1988, nous sommes passés, il y a eu une réforme économique majeure en 88. Avant 88, on était dans la gestion socialiste des entreprises. En 88, il y a eu la loi sur l'autonomie des entreprises, donc on est passé à un autre mode de gouvernance des entreprises économiques qui étaient dans la majorité des cas publics, mais elles sont devenues des entreprises autonomes. Depuis 88 à ce jour, les sociétés économiques, publiques et privées, ont un délai, c'est un exemple que je donne, pour le mettre en relation avec les nouvelles technologies et comment créer un environnement qui soit favorable ou qui pousserait les entreprises à aller vers cette utilisation. Il y a une disposition du Code de commerce qui stipule que les entreprises économiques, les entités économiques, ont le temps
jusqu'au 30 juin de l'année N+1 pour tenir de l'Assemblée générale d'arrêter des comptes de l'année écoulée. Chacun, c'est une disposition qui est valable jusqu'à aujourd'hui. On est en 2023, nous avons tous le délai, le temps jusqu'au 30 juin 2023 pour présenter les comptes sociaux de chacune de nos entreprises aux organes sociaux, à l'Assemblée générale de l'année 2022. Ça veut dire jusqu'à juin 2003, on continue à traiter les informations qui parlent d'état financier, parlent de la gestion, parlent de la préparation des états, parlent de système d'information, parlent de processus de gestion, etc. Nous avons tout ce temps jusqu'à juin 2023 pour parler encore de ce qui est passé, de ce qu'on a vécu, de ce qu'était l'activité des sociétés en 2022. Nous ne trouvons ça que dans certains pays, à commencer par le nôtre. Cette disposition a fait que rares sont les entreprises qui se sont lancées pour raccourcir ces délais. Prenons l'exemple des sociétés à l'étranger, des sociétés évoluant dans des pays développés. Le 15 janvier 2023, toutes les entreprises, notamment les sociétés cotées en bourse, ont publié leurs résultats, ont publié leurs comptes, ont tenu leurs assemblées générales, ont distribué les dividendes le 15 janvier. Donc, tant que nous avons ce type de largesse, personne ne trouve besoin de s'améliorer, de se développer. Pour dire que l'environnement dans lequel nous évoluons impacte positivement ou négativement notre besoin d'aller vers cette modernisation, cette digitalisation. Ça, c'est un exemple. Je reviens au secteur des assurances qui a été brillamment développé par mes collègues. Le secteur des assurances a connu une ouverture majeure en 1995. 1995, il y a eu, donc l'ordonnance 95-07 était une ordonnance qui a ouvert à la concurrence le marché des assurances. 5 ans auparavant, c'était le marché bancaire, à la faveur de la loi sur la monnaie et le crédit en 90. Depuis 1995, beaucoup d'années, beaucoup de temps a passé, jusqu'à aujourd'hui, le secteur des assurances, même s'il y a évidemment des initiatives de chacune entreprise de se digitaliser, de se mettre à jour, je démontrerai tout à l'heure tout l'intérêt pour le secteur des assurances d'utiliser ces outils. S'il y a un secteur qui est plus que demandeur de ces outils, c'est le secteur des assurances. Je vais essayer de vous dire pourquoi tout à l'heure, de présenter la particularité de l'activité d'assurance. Donc à partir de 1995, on est en 2023, rares sont les entreprises d'assurance qui exploitent de la BI. Je ne parle pas d'intelligence artificielle. Beaucoup d'entreprises se débattent aujourd'hui dans la difficulté de régler leurs problèmes de système d'information parfois basiques. Okay? Rares sont les entreprises qui ont aujourd'hui un ERP digne de ce nom. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contraintes. C'est vrai que la réforme de 1995 a permis aux sociétés d'assurance d'évoluer dans un environnement ouvert, concurrentiel. Nous sommes sur un marché concurrentiel. Mais aujourd'hui, tous les acteurs de l'assurance utilisent un levier. Le seul levier de concurrence aujourd'hui, c'est le tarif. C'est les baisses tarifaires. C'est la concurrence sur les tarifs. C'est la course au moins cher. Or, cette façon de faire n'est pas démunie de danger pour les sociétés d'assurance, pour le marché des assurances. L'assurance doit être vendue à son prix, à son juste prix. Parce qu'il y a une nette corrélation entre le prix de vente d'assurance et le coût de l'assurance. La mission fondamentale des sociétés d'assurance, c'est d'être en mesure, à tout moment de l'année, de payer leurs sinistres, d'honorer leurs engagements. Or, si on exerce la concurrence exclusivement sur des tarifs, cela conduirait inéluctablement le secteur des assurances à des situations d'insolvabilité. Si on essaye de faire un comparatif avec les pays européens, par exemple, ce qui fait que aujourd'hui nous utilisons le tarif comme seul levier de la compétition, de la concurrence, c'est dû à l'absence
à la non-évolution du dispositif prudentiel des sociétés d'assurance. Mes collègues me comprennent bien. Je m'explique. En Europe, à partir de 2016, l'Europe, l'espace Schengen, après les États-Unis bien sûr, sont passés à un nouveau régime de solvabilité, un nouveau système de solvabilité qui s'appelle Solvency II. Vous avez les règles de Bâle pour les banques, ils sont à Bâle 3, à la troisième version. Pour les assurances, c'est Solvabilité 2. C'est quoi Solvabilité 2? Et quelle est sa relation avec ce qui a été développé depuis tout à l'heure, avec la business intelligence, l'intelligence artificielle? C'est quoi? Les sociétés d'assurance sont soumises de par le monde à plusieurs contraintes. Les contraintes sont d'autant plus importantes, ces contraintes, qu'il y a plusieurs parties prenantes, plusieurs parties concernées par le travail d'une société d'assurance. La première partie qui est concernée, ce sont les actionnaires. Les actionnaires qui mettent du capital. Les actionnaires, en contrepartie du capital social qu'ils mettent, attendent une rentabilité, attendent un retour sur le capital. Donc la société d'assurance doit chaque année verser des dividendes qui soient à la hauteur des aspirations, des attentes des actionnaires. Ça, c'est le premier objectif, la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est la contrainte client. Dans un marché concurrentiel, la société d'assurance a tout intérêt à s'organiser, à se doter des moyens technologiques les plus récents, les plus évolutifs, pour démarcher, contacter, garder, satisfaire le client. C'est la deuxième contrainte. Et ce n'est pas souvent facile. Et la concurrence dans les pays organisés, dans les économies organisées, dans les économies dites matures, toute la guerre se fait sur cette base. Comment gagner, garder le client. Et ça nous renvoie à toutes ces notions de BI et de business intelligence. La troisième partie prenante qui est propre au secteur de l'assurance et au secteur bancaire, ce sont deux activités très particulières. La troisième partie prenante, c'est la supervision. C'est le gendarme des assurances et des banques. Il n'y a que dans les deux métiers où la supervision est omniprésente, parce que ce sont des sociétés, les banques et les assurances, notamment les assurances, à cycle inversé. Elles perçoivent de l'argent, elles perçoivent le prix de vente du produit d'assurance. Elles doivent s'organiser pour que chacun des clients en portefeuille, à l'occasion d'un sinistre, il soit indemnisé à juste titre. Donc la supervision, avec évidemment, il y a une organisation de supervision. M. Khlifati tout à l'heure a parlé de la nouvelle loi sur les assurances en Algérie qui va déboucher sur la mise en place d'une autorité indépendante, c'est ce qui a manqué. Il y a l'organisation et il y a les règles de fonctionnement. La différence entre le dispositif algérien de solvabilité et celui de Solvency II est un gap énorme. Solvency II calcule le capital social de chaque société d'assurance évoluant dans l'espace Schengen, calcule le capital que les actionnaires doivent mettre et doivent entretenir. Le capital social est fonction des risques encourus par la société d'assurance. Alors ça, on peut parler jusqu'à la fin de la journée. Je reviendrai sur ça et sur l'importance, la relation entre les systèmes de solvabilité et l'intérêt pour les sociétés d'assurance de s'organiser en utilisant ces outils pour pouvoir être à la hauteur de ce que dictent ces systèmes de solvabilité, si vous voulez, tout à l'heure. Bien sûr. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir des profil éclectique en tous les cas, un panel comme celui-là avec justement un assureur qui a pris le prisme de la contrainte, de la pression pour développer justement une BI. Dans vos domaines respectifs, est-ce que, allez, puisque M. Saïs a jeté dans le pavé cette histoire de contrainte et de pression, est-ce que vous reconnaissez dans ce qu'il vient de dire? Pas forcément dans le secteur des assurances, mais dans vos domaines respectifs, que parfois ça vous pousse à l'impossible. Siam Kazeux. Tout à fait. Bonjour messieurs, dames. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis honorée. Donc ça fait vraiment plaisir de participer à ce panel pour aborder le domaine de la business intelligence, qui est un domaine stratégique aujourd'hui à travers le monde, pas qu'en Algérie, mais dans tous les pays du monde. Et merci monsieur Lahli de me recevoir également. Donc je suis d'accord avec monsieur Saïs. Monsieur Saïs a dit pas mal de choses intéressantes. Il a parlé de contraintes. Je suis d'accord avec lui parce qu'il a parlé de pays développés, à économie mature,
donc notamment l'Europe, et j'ai le privilège aujourd'hui d'avoir cette expertise parce que nous sommes une société donc, française qui évolue au niveau international, notamment au niveau européen. Donc nous sommes confrontés à des clients très exigeants, donc, qui nous demandent beaucoup de choses, et notamment une BI avancée. Ils ne veulent pas se satisfaire que de la data ou de l'analytique, ils veulent avoir du temps réel pour prendre des décisions, pour automatiser leur processus et pour être le premier à prendre une décision pertinente et rehausser leur capacité à être compétitifs sur le marché mondial. Donc oui, nous sommes novateurs aussi dans le domaine de l'informatique. On essaye tous les jours avec nos départements de recherche et de développement de penser l'avenir de la BI, comment la BI va se développer et comment la BI va se mettre au service du client, au service de l'autre. Donc, vous avez, monsieur, cité contraintes. Donc, nous, ce que nous avons fait pour parler d'expérience, parce qu'on a là aussi, pour parler de notre expérience et vous la mettre à disposition, c'est que nous avons un outil dont je ne citerai pas le nom, je ne ferai pas la publicité, qui utilise une BI très avancée à travers des algorithmes conçus par des mathématiciens, conçus par des gens qui font de la recherche opérationnelle, qui conçoivent des moteurs intelligents, qui utilisent l'intelligence artificielle pour prendre en considération les contraintes métiers de nos clients, des contraintes qui sont dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des assurances, dans les domaines bancaires. Et ils utilisent ce type de moteur qui va mouliner ces contraintes et donner rapidement des informations stratégiques, des informations tactiques qui permettent donc aux dirigeants, aux pilotes opérationnels d'avoir des choses transparentes et des décisions qui vont résoudre rapidement une situation. Donc voilà, c'est nous, à travers nos solutions, on met à disposition ce type de business intelligence avancée. Ce n'est pas que de la business intelligence analytique ou opérationnelle, c'est de la business intelligence très avancée, donc qui se rapproche beaucoup de la notion de machine learning. Donc voilà, je suis d'accord, effectivement. Jawed Allel, en matière de contraintes, je pense que ce n'est pas ce qui manque chez vous. Alors, M. Seïs m'a tendu une perche, parce qu'il parlait de 3 contraintes. Donc, rebonjour à tous, dans la continuité. Donc, première contrainte était une contrainte de stakeholder. Deuxième contrainte était une contrainte métier. Troisième contrainte, c'est compliance. Je vais rajouter l'ère du digital et du data, et du massive data. La quatrième contrainte, c'est la data. La data, aujourd'hui, il n'y a pas mieux que le secteur d'assurance et des banques pour parler de data. Parce que l'asset immatériel ou la base immatérielle de données, les assureurs et les banques et d'autres secteurs aussi, c'est leur pilier fondamental en termes de business. Parce qu'ils récoltent de la data, ils ont un historique sur la data, ils manipulent des données personnelles, ils analysent à base d'analyse de data, ils prennent des risques. Donc, toutes ces contraintes-là font que quelque part, aujourd'hui, la quatrième contrainte fondamentale, c'est la data, et j'allais dire, le terme m'échappe, mais c'est surtout il va me revenir le terme, des fois je le perds. Donc, la data cohérente. C'est très important. J'ai vu d'autres compagnies d'assurance à travers le monde. Pour faire une assurance vie ou assurance santé, ils sont connectés au dossier médical. Ils font l'analyse du risque, même si aujourd'hui on n'a pas ici c'est encore manuel, on le voit le dossier, on fait une petite analyse. Mais quand dans un monde connecté on a accès à toutes les consultations qui se font à travers une personne, on sait éventuellement comment on peut, j'allais dire, assurer en termes d'assurance vie une personne et on connaît les risques nécessaires. Donc, je donne cet exemple parce qu'il y en a beaucoup. Et cette perche-là qui m'était donnée aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui nous allons structurer cette data, comment nous allons l'analyser pour pouvoir d'abord servir au mieux et cibler au mieux nos clients, comment diminuer les risques et faire de la prédictive. C'est tout le concept de la data, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que
tout le monde collecte de la data en silos séparés. La convergence de la data vers des data uniques ou des big data, ou l'analyse de la data, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. C'est pour ça que cette perche qui m'a été tendue revient vers moi en tant que cloudeur et hébergeur, dans un sens où nos données sont éparpillées à travers le monde, pas uniquement l'Algérie, les rapatrier, les collecter, l'interopérabilité des secteurs, la constitution de bases de données cohérentes est un socle pour nos métiers, est un vrai socle pour nos métiers. Et aujourd'hui, dans l'immatériel, surtout quand on est dans les services, la data est très très importante. On aura à y revenir. Alors, Khader Benrafour. Moi, je vais rajouter juste un seul point. Puisqu'on a amorcé avec cette histoire de... Et merci, M. Saïs, d'avoir donné cette perche à tout le panel. En termes de contraintes aujourd'hui, pour moi, à travers nos études et à travers nos approches aux entreprises algériennes, pour moi, le premier point, et ça reste ma contrainte principale, c'est l'acculturation du top management et des métiers autour de l'utilité. Avant d'aller à la technicité, avant d'aller de la valeur de la data, je pense que tout le monde sait qu'est-ce qu'on veut faire à la data, tout le monde, on sait tous c'est quoi l'IA, on sait tous c'est quoi la BI, mais aujourd'hui, les premiers responsables de la société, donc s'ils ne sont pas sensibles en termes d'acculturation, c'est quoi le changement que cette BI va apporter à leur niveau et au niveau opérationnel. Donc, je pense que c'est un travail de top management avant que ce soit un travail de technicité ou opérationnel. Voilà. D'accord. Alors, si on parlait des avantages de cette BI, de cette business intelligence, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, les spécialistes la considèrent comme une nouvelle arme des marketeurs. Qu'en est-il au juste de vos secteurs respectifs? Est-ce que vous vous identifiez, vous vous appropriez ce genre d'analyse? Monsieur Saïs. Merci. Justement, dans la lignée de ce que j'ai développé tout à l'heure et les collègues aussi, à partir de la contrainte qui crée le besoin, qui crée le défi, okay, je me suis arrêté à parler du nouveau dispositif de solvabilité en vigueur en Europe depuis 2016, juste pour rappeler que les assureurs européens ont tout fait pour résister, pour que ce système ne soit appliqué le plus tard possible. Soit appliqué le plus tard possible. Il devait être appliqué en 2011. Il y a eu de la résistance. Il y a même des lobbies des assureurs qui ont été très actifs parce que c'est un système qui devait impacter financièrement tous les bailleurs de fonds, tous les actionnaires des sociétés d'assurance pour pouvoir se mettre à niveau. De quoi s'agit-il? Et qu'est-ce qu'il a produit depuis comme impact positif sur l'activité, le métier de l'assurance? Donc le dispositif, il part à partir des risques gérés par la société. Les sociétés d'assurance gèrent deux portefeuilles de risques. Gèrent les risques de l'actif du bilan et les risques du passif. C'est l'un des rares métiers où les entreprises gèrent deux portefeuilles simultanés de risques. Quand je parle de risques, ce sont des événements, quand ils se traduisent, ils peuvent impacter négativement donc, les finances de la société. Un exemple, au lendemain du 11 septembre 2001 aux États-Unis, il y a eu tellement de pertes, c'était un événement qui n'était pas prévu du tout par les assureurs, par les spécialistes de la modélisation. Il y a eu tellement de pertes, 5 avions qui ont frappé 2 tours où il y avait une très grande concentration de valeurs assurées. Il y a eu la faillite d'une des plus grandes sociétés d'assurance européennes. C'est une société allemande qui s'appelle Görling. Elle a fait faillite parce qu'elle ne pouvait pas payer autant de sinistres à la fois. Il y a eu des sociétés qui ont perdu leur rating, qui ont subi des chutes en termes de prix d'action sur la bourse, qui ont été obligées d'être recapitalisées plusieurs fois. Donc c'est un métier très particulier. La particularité de ce dispositif, c'est que le capital nécessaire, le capital que les actionnaires doivent mettre en place, il est fonction de beaucoup de paramètres. De la capacité de la société à maîtriser ses risques, à maîtriser son portefeuille, à développer des outils qui lui permettent de maîtriser ça. Donc, une fois le dispositif a été mis en place,
les sociétés d'assurance européennes ont dépensé des milliards sur la refonte de leur système d'information et le développement des outils pour pouvoir être à la hauteur, pour qu'il n'y ait pas, parce qu'à chaque défaillance, quand elles sont contrôlées, à chaque défaillance dans la maîtrise des risques, dans la transparence des systèmes d'information, dans la capacité de la société à anticiper les risques de perte, chaque défaillance, il y a un besoin en capital. Donc, plus on investit dans les systèmes d'information, moins les actionnaires ont besoin d'injecter du capital. En 2 mots, l'impact de ce dispositif. Aujourd'hui, l'activité d'assurance a énormément évolué à travers le monde. Le principe même de l'assurance, le principe ancien que nous connaissons, c'est souscrire un contrat d'assurance, faire un accident, avoir un sinistre, le déclarer à son agence, faire l'expertise et récupérer le chèque. Aujourd'hui, l'assurance se fait autrement. Nous sommes passés de l'assurance, dans beaucoup de pays d'ailleurs, de l'assurance indemnitaire, d'indemnisation, de remise de chèque, à l'assurance de service. Aujourd'hui, vous avez un véhicule assuré, vous faites un accident, c'est votre assureur qui s'en occupe. De l'instant de l'accident jusqu'à la réparation totale, vous ne payez absolument rien, vous passez à récupérer votre véhicule. Donc c'est une assurance de service. Vous avez un dégât des eaux, un incendie au niveau de votre maison, de votre foyer, c'est votre assureur qui s'en occupe pour réparer. Non pas pour vous donner un chèque et vous vous débrouillez de trouver un réparateur, mais c'est votre assureur qui le fait. D'une part, le cœur de l'assurance, l'ADN de l'assurance a connu, grâce à ces outils, une évolution aujourd'hui. Dans le temps, les assurances, c'était des gestionnaires de mutualité. À l'intérieur d'une mutualité, il y a des millions de clients et tout le monde paye le même prix. Le bon client, celui qui ne fait, je prends l'exemple de l'automobile, le client qui ne fait pas d'accident pendant 10 ans et celui qui fait tous les ans paye le même prix parce qu'on est incapable de détecter. Aujourd'hui, on passe à l'assurance comportementale. Ça veut dire on affine grâce à ces outils jusqu'à you pay as you drive aujourd'hui. C'est possible avec ces outils, etc. Donc on peut allonger la liste et parler de beaucoup de choses. Tout à fait. Idem pour vos secteurs respectifs comme nouvelle arme des marketeurs. Mtihem, allez-y si vous voulez donner quelques cas de figure. Je dirais que c'est la nouvelle arme des marketeurs et pas que, parce que je donnerai l'exemple de l'industrie, parce que nous avons l'habitude et l'expérience et l'expertise de travailler avec des industriels, et c'est une nouvelle arme pour eux. Ils utilisent la business intelligence avancée, donc de la machine learning pour prédire, automatiser, prendre des décisions rapidement. Donc ils la mettent au service de l'efficience opérationnelle. Donc je parlerai beaucoup d'industrie. Après, effectivement, arme des marketeurs, parce que les marketeurs en ont besoin. Ils utilisent la data, tout ce qui tourne autour de la data, de l'écosystème, pour analyser le comportement de l'autre, le comportement du consommateur, voir comment il se comporte, pour mieux cibler les campagnes et lui proposer le meilleur produit possible. Donc je dirais pour moi, en termes d'expertise et d'expérience, c'est plutôt l'arme des marketeurs et des industriels aussi. Très bien. Alors, M. Saïs, avec l'exemple qu'il a donné sur les assurances, il est édifiant, surtout au post-attentat du 11 septembre. Jawad Allel, vous avez d'autres cas de figure? Je vais donner un cas de figure qui parle à tout le monde. Vous avez envie de lancer une campagne marketing pour cibler des personnes autour de vous, dans un contexte précis, dans une agglomération précise, etc. Vous pensez directement à Facebook. Vous dites, je veux tel âge, dans telle région, dans tel truc. Vous paramétrez. Vous paramétrez et vous envoyez votre campagne sponsorisée. Ça, c'est du marketing orienté, c'est du business intelligence par définition, et il est très orienté. Donc cet exemple est très édifiant aujourd'hui en termes de pouvoir, comment une donnée que nous récoltons à travers des trucs anodins, on s'inscrit dans un réseau social. L'objectif, il est gratuit, mais finalement, vous êtes le produit. Et donc, le freemium, aujourd'hui, dans ce genre de situation, c'est votre produit. C'est valable pour Google, c'est valable pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'acte marchand indirect. C'est le nouveau modèle économique de l'acte marchand, où la gratuité prime, mais derrière, ce qu'on vend, c'est la data, l'analyse de la data, le ciblage et tout ce qui s'ensuit. Donc, on monnaie de la data. Ailleurs, la data, elle est monnayée. Et aujourd'hui, notre gros problème aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à structurer nos données. Je suis désolé, mais la contrainte a été toujours, l'urgence et la contrainte a été toujours, c'est ce qu'ils nous ont mis. On se rappelle 2015,
C'était la contrainte du passeport biométrique, parce que tous les aéroports internationaux ne pouvaient pas aujourd'hui nous mettre avec un passeport traditionnel. Donc on devait avoir le numéro d'identifiant unique qui nous permettait d'avoir ce passeport. Beaucoup d'autres contraintes ont été mises en place, de telle façon qu'on a vite, du jour au lendemain, ça existait. Alors ça n'existait pas. Donc cette contrainte-là est importante. Aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui de politique de gestion de données comme on gère la banque. Parce qu'on parle de banque, mais on ne parle pas de banque de données. Donc, comment pouvons-nous aujourd'hui structurer? Il n'y a qu'une loi 1807 sur la protection des données personnelles, mais aujourd'hui, il faut une batterie de lois pour la partie données. Il faut imposer à des sociétés une nomenclature, une structuration de données avec une réglementation sur les données. Il faut que les compagnies d'assurance soient autorisées à assurer de la donnée par rapport à leur valeur. Parce que il est arrivé à un moment donné, on assure des disques durs, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai dit, mes données valent, je ne sais pas moi, je dirais 100 millions de dinars. À quelle base? Comment l'évaluer? L'expertise nécessaire. Tant qu'on n'arrive pas aujourd'hui à concentrer ou bien à prendre conscience, surtout en local, mais tout le monde est conscient de ça à l'international, hein, tout le monde le fait d'une manière très naturelle. Mais comment aujourd'hui homogénéiser nos datas, comment structurer nos datas? C'est vrai qu'on est en train de travailler sur l'interopérabilité au niveau gouvernemental, c'est vrai qu'il y a une stratégie d'infrastructure de mise en place, mais il faut que chaque entreprise ait ces données structurées. Il faut que chaque entreprise permette de dialoguer entre elles en termes d'interopérabilité de données. Je vous donne un exemple. Les données de santé publique, aujourd'hui, ils sont standardisées. Ce n'est pas n'importe qui développe une application sous une base de données, un tel ou un tel. Il y a des normes dans la base de données qui permettent de transférer un fichier patient ou une autre, qui a le droit d'utiliser, qui n'a pas le droit d'utiliser. Et c'est ça aujourd'hui qui nous pousse à voir ce qu'on appelle cette BI. Pourquoi, in fine, pourquoi on a besoin de tout ça? C'est pour avoir des outils décisionnels qui nous permettent d'avoir des actions managériales ou des actions de gouvernance ciblées afin d'augmenter la satisfaction citoyenne et la satisfaction client. Parce qu'on oublie toujours l'objectif. L'objectif, c'est de satisfaire nos clients. L'objectif, c'est avoir une meilleure approche managériale, un outil décisionnel qui nous permet de prendre la bonne décision au moment voulu avec tous les outils nécessaires. Voilà, grosso modo, je reste et j'insiste sur, comme préalable de BI, d'outils décisionnels, une base de données structurée ou bien des datas structurées. Alors, messieurs, dames, deux petites questions du public que je vais vous poser, juste après une question que j'aimerais faire impliquer, j'ai envie de dire, tout le panel là-dessus. Aujourd'hui, une BI exige une coordination parfaite entre d'un côté le top management et de l'autre les ingénieurs opérationnels au sein de l'entreprise. Tous les CTO qui sont derrière leur machine, j'ai envie de dire. Cette coordination manque dans le sens où tout ce qui est DSI, CTO, manager IT de l'entreprise n'est pas forcément au courant des objectifs, des enjeux économiques, des projets stratégiques de cette entreprise. Ils sont dans leur monde, dans leur bulle. On ne les associe pas, on ne leur explique pas. Et là, forcément, ça ne va pas matcher. Est-ce qu'aujourd'hui, et je pense qu'il y a des exemples à l'international très intéressants où ce top management discute énormément et projette énormément les choses avec l'opérationnel, fonctionne bien. Est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, on peut penser à appliquer ce genre de configuration, ce genre de management dans vos domaines, vos expériences respectives? Abdelkader? Moi, je peux dire raconter beaucoup d'histoires autour de ça. Donc, parce on existe en Algérie depuis 1 an et j'ai dû rencontrer pas mal de dirigeants. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a, vous avez touché le point sensible, qu'il y a je dirais pas une incompatibilité, il n'y a pas de communication entre le top management et la DSI. Aujourd'hui, la DSI, elle est là, c'est une direction support. Donc, ils sont là pour répondre à des enjeux métiers. Ce n'est pas à eux de mener. Ils peuvent mener la réflexion autour de la technologie, autour de l'architecture à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, si les métiers ne sont pas sensibles, le top management n'est pas sensible à l'utilité de la BI, de la data, c'est eux le moteur derrière. Même demain, si on met des solutions aujourd'hui, au cours de mes expériences, en tant que cabinet international, on a fait quelques entretiens avec les DSI. Souvent, c'est
les ingénieurs, les informaticiens sont éléments moteurs. C'est eux qui proposent la solution parce que la demande ne vient pas des métiers. Donc c'est un cas concret. Aujourd'hui, il faut sensibiliser les métiers de l'utilité et surtout du top management. C'est au top management de sensibiliser dans un premier temps. Donc on parle du premier responsable de l'entreprise. Quelle est l'utilité de la BI? C'est quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien en termes de métier? Les KPI, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire autour de cas d'usage? Les analyses de cas, l'analyse prédictive de la donnée, de l'IA, de la BI. Et si les métiers ne sont pas sensibles à ça, si ce n'est pas eux qui vont aller vers les techniciens pour leur dire on a besoin de ça, on ne pourra jamais arriver à un objectif. Nasser Saïs, quelle a été la place de la DSI au sein de vos organisations, que ce soit aujourd'hui au sein de la CAT, mais juste auparavant au sein de la SAA? Oui. J'espère qu'ils sont là dans la salle du coup. Ils sont là, oui. Forcément. Ils sont là. Oui, de par ma très petite expérience à la tête de plusieurs sociétés d'assurance d'ailleurs, sincèrement, si on doit aborder ce sujet de comment faire pour assurer de meilleurs résultats en matière de digitalisation, de transformation digitale de société, on parle de transformation, pas de digitalisation, parce que la transformation, elle englobe tout, y compris les mentalités, y compris la façon de faire des gens. Sincèrement, moi je suis de ceux qui appellent à une refonte globale, je viens du secteur public, à une réforme globale du secteur public marchand. Aujourd'hui, les sociétés, la transformation digitale, comme d'autres projets de modernisation, repose sur le manager, peut-être. Repose sur vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Même le manager, s'il n'est pas, s'il ne considère pas qu'il est obligé de le faire, je ne parle pas de moi, je parle de manière générale, peut-être, même s'il le fait, il ne le fera pas de la manière la plus engagée qui soit. Je parle de manière générale. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous continuons à être à la traîne en matière de transformation digitale, il faut le dire. Pourquoi? Nous devons absolument engager des réformes, c'est en cours. Il y a effectivement la volonté des pouvoirs publics exprimée maintes fois. Nous devons absolument commencer par réhabiliter le rôle du conseil d'administration. Le conseil d'administration est un organe de gestion par excellence. Le conseil d'administration, c'est lui qui pilote la stratégie de la société. Or, dans le secteur public aujourd'hui, le conseil d'administration, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de sociétés, est un organe quasiment déconnecté de la vie de la société. Parce que l'organisation est ainsi faite. C'est très important ce que je dis, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut absolument que le manager, le top management soit conscient des enjeux, etc. Encore faut-il que le top management évolue dans un environnement incitatif qui lui permet de faire ça. Donc toutes ces questions, il va falloir les revoir. Le rôle du conseil d'administration. Il est évident que toute stratégie de développement, pas uniquement le digital, la modernisation, la digitalisation. Chaque entreprise doit avoir sa feuille stratégique, doit avoir son plan stratégique. Comment se développer, comment créer de la valeur, comment créer de la richesse avec le moins de ressources possible. Quand vous avez cette équation à résoudre, vous êtes automatiquement obligé d'aller chercher les outils, les moyens, la voie la plus indiquée, ok? Et les nouvelles technologies de l'information donnent tellement d'avantages, tellement de solutions pour pouvoir, notamment pour les sociétés d'assurance, créer de la valeur avec des risques aléatoires. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est des outils qui rendent énormément service aux sociétés d'assurance parce qu'elles permettent de gérer la relation client, de gérer le parcours client de la manière la plus optimale qui soit. Elles permettent une baisse de charge parce que les outils digitaux, qu'est-ce qu'ils permettent aujourd'hui? De développer la productivité, de gagner en productivité et de permettre aux équipes qui avaient l'habitude de remplir un certain nombre de tâches de façon manuelle, de les faire par la machine et de faire évoluer ces équipes vers des tâches créatrices de valeur ajoutée plus stratégiques. Donc, j'ai oublié de dire que pour la réussite d'une stratégie, il faut l'adhésion de tous. Donc, un document stratégique global
d'où découlent des stratégies par segment d'activité. L'informatisation, les systèmes d'information est un vecteur de création de valeur d'une société d'assurance ou de n'importe quelle autre société. Il faut absolument que l'objectif à travers ce projet stratégique soit partagé par tout le monde. Les utilisateurs, bien sûr, en première ligne, et les informaticiens. Le dialogue est indispensable. Quand il n'y a pas de dialogue, il ne peut pas y avoir de réussite. Je vais juste rajouter un seul point. Je pense que j'étais un petit peu pas précis dans mon intervention. Je pense que quand je dis top management, c'est le CTO et le premier responsable de l'entreprise. Aujourd'hui, la réflexion, ce n'est pas au premier responsable de l'entreprise de la mener. La réflexion doit être menée par le CTO, donc le DSI, c'est à lui de mener la réflexion, c'est à lui d'apporter cette vision claire, donc c'est son boulot, au premier responsable de, management, de l'entreprise, et derrière, donc c'est à lui de convaincre le premier responsable, et derrière, si le premier responsable est convaincu de la démarche, de la stratégie digitale de l'entreprise, telle qui a été proposée par le CTO, c'est à lui derrière de mener c'est lui le sponsor, parce que c'est lui le premier responsable et son mot il est vraiment écouté. C'est juste, je voulais rajouter ça. D'accord. Siham? Alors, je me permets de rajouter, donc, on va dire, une vision européenne, parce qu'en Europe, on a plutôt un aspect contraire. Donc, cette sensibilisation ne vient pas du top management ou du comité de direction, ça vient des utilisateurs eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les employés dans les entreprises ont cette notion de responsabilité. Ils sont responsables de ce qu'ils font, des résultats qu'ils apportent à l'entreprise. Et ils ont aussi besoin d'être motivés et d'avoir un sentiment d'appartenance à la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est eux les demandeurs pour avoir des outils de BI, d'avoir des outils de pilotage pour derrière faire correctement leur travail et participer à la stratégie de l'entreprise. Tout en sachant qu'aujourd'hui, en Europe, les DSI font systématiquement partie du board, du conseil d'administration ou du comité de direction. Donc, ils ont en visibilité les feuilles de route stratégiques des entreprises, les orientations à 3 ans, à 5 ans. Donc, ils sont eux-mêmes aussi porteurs de la stratégie du top vers le down et soutiennent, motivent davantage les employés qui sont eux-mêmes demandeurs d'outils de BI. Donc, je mettrais plutôt en avant la notion de responsabilisation, de motivation en Europe des utilisateurs eux-mêmes, des employés, au-delà du top management. Donc on n'a pas forcément cette problématique-là. Jawed Allel, comment vous allez intervenir en tant que déjà patron, en tant que... Alors, ça dépend. Le débat est bon, mais je vais rajouter une couche supplémentaire. Mon expérience, ça fait pratiquement 27 ans que je suis dans le market IT. La digitalisation, on a connu l'informatisation, et maintenant on est passé à la digitalisation, et on a connu les métiers, c'était le DSI, c'était le CTO, et maintenant il y a une position nouvelle qui s'appelle le CDO, le Chief Digital Officer. C'est un gars qui porte 2 casquettes, une casquette métier, qui connaît très bien le métier, et qui porte la casquette technologique, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas blâmer le CTO, le technicien, l'ingénieur. Aujourd'hui, l'ingénieur me dit, donne-moi un process automatisé, il le fait. Ouvre-moi le système pour que les gens travaillent, je veux de la productivité, je veux que les gens travaillent de chez eux, je veux qu'ils soient productifs. Il le fait. Il a la contrainte, mais il le fait. Souvent, dans certains cas, il y a un frein, mais il le fait par lui. Donc, le Chief Digital Officer doit être dépendant du PDG qui met en place une stratégie, il la décline parce qu'il est transverse. Et c'est ça ce qui est important. Je vais vous raconter une anecdote, pas une anecdote, mais une expérience. Imaginez une société IT qui fait sa propre transformation digitale. C'est assez burlesque comme... ouais. C'est notre cas. Notre société est passée d'une société d'intégration de systèmes à une société qui vend du cloud. Vous imaginez cette transformation digitale qu'on doit opérer chez nous? Alors, tout le monde a la science infuse dans l'entreprise. Et souvent, c'est le cordonnier mal chaussé. Exactement. Et du coup, on a eu des ingénieurs qui étaient, à un moment donné, ont eu peur pour leur métier. Parce qu'ils sont habitués à se certifier sur des technologies, ils sont maintenant en train de pouvoir délivrer des technologies propres à eux. Et donc, imaginez la difficulté de celui qui fait les chaussures. Donc, et là, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas un CTO de mener à bien sa transformation digitale, c'est un CDO de le faire conjointement, hand in hand. Il faut quand le PDG pense, lui, il a déjà compris. Il ne faut pas qu'il le lui dise.
Voilà. Je Oui, rajouterais juste quelque chose. Pour moi, c'est une conscience mutuelle, c'est une conscience collective pour porter ce type de sujet. Au-delà d'avoir un comité de direction, il faut aussi les employés. Donc il faut que ça vienne de tous, de toute l'entreprise, du top vers le down. C'est vraiment tout le monde est concerné et c'est une conscience collective en fait. D'accord. Alors, 2 petites questions, je vais vous demander de répondre rapidement. Considérez-vous que la BI est un préalable à toute adoption d'intelligence artificielle? Je dirais qu'ils sont complémentaires. Donc la BI est un début pour l'intelligence artificielle. Je parlais tout à l'heure d'analytique avancée. Donc c'est l'intelligence artificielle, en partant d'une BI opérationnelle qui permet d'ouvrir la porte à l'intelligence artificielle. D'accord, c'est une question du public. Oui, Jawed? Alors ça peut être des modules différents, c'est pas forcément lié, mais c'est un préalable pour l'analyse en termes de business intelligence, mais on peut utiliser l'IA pour d'autres fonctionnalités qui ne sont pas forcément liées à la BI. Oui. Oui, je dirais la même chose, elles sont complémentaires. La BI vous permet de prendre des décisions sur la base d'analyse, d'informations organisées, ordonnées, qui vous permettent de prendre rapidement la décision, d'anticiper sur certaines choses. La business intelligence vous suggère des décisions. Voilà, donc elles ne peuvent qu'être complémentaires. D'accord. Okay. Moi, je dirais la même chose, complémentaire, mais c'est une brique impliquée dans l'autre. Aujourd'hui, quand on parle d'architecture data, on ne réfléchit pas que à la BI. Aujourd'hui, avant, on avait la notion du data warehouse, donc c'était vraiment orienté BI. Aujourd'hui, on parle de data lake qui répond aux 2 exigences. D'accord. Et la BI et toute la partie analyse qui est autour de big data, de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, quand on définit des schémas directeurs data, ça va de soi. On ne va pas définir que le schéma directeur BI, mais on va définir un schéma qui est directeur ou une architecture qui est évolutif, qui va prendre en compte dans le temps cette partie IA et cette partie Big Data. Une dernière question. Parmi les facteurs d'échec des projets BI, vous avez la non-uniformisation du Master Data Management, MDM. Qu'en pensez-vous? Là, c'est de plus en plus technique, donc allez-y. Alors, c'est carrément dans votre quand on parle de... Je vais l'interpréter côté métier, comment on le voit. Le Master Data Management, aujourd'hui, on parle de la vision unique client, la vision unique produit, un référentiel unique. Quand on parle de Master Data Management, on parle d'une vision unique. Aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques au sein des directions, au sein du SI. On n'a pas une vision. On peut trouver plusieurs systèmes opérationnels, mais on n'a pas le même client. On peut trouver des doublants. Mais demain, si on va injecter ces systèmes opérationnels vers la BI, on n'aura pas une incohérence. On se pose toujours la question, qui est le système opérationnel maître? Est-ce que c'est le marketing, le client qui vient du marketing, c'est lui le client maître? Est-ce que le client qui a été créé sur un espace Internet, c'est lui le client maître? Donc on se pose toujours la question. Aujourd'hui, il y a une réflexion, dans la data, il y a toutes des équipes qui sont spécialisées en MDM, en Master Data Management. Il y a des outils qui sont dédiés à ça, de Master Data Management. Les grands éditeurs le font. On fait de l'implémentation de ces outils. En général, on parle de la qualité de données. Donc la qualité de données, on a des doublons, la donnée n'est pas exacte, le client n'est pas complet. Donc on va dire comment on va unifier le client, quand on va unifier le produit. Quand on parle d'un produit bancaire, on a un produit dans une compagnie d'assurance, il est créé dans plusieurs outils. Demain, si on fait un reporting, ou demain, si on veut faire de l'analyse de données, qui est le produit maître, je vais me baser sur la vérité, elle est où? Donc quand on parle de Master Data Management, on parle d'un référentiel unique métier. Voilà. D'accord. Si vous souhaitez rajouter quelque chose. Je suis effectivement d'accord avec monsieur. Je rajouterais que pour moi, la BI, c'est comme un projet. Donc il faut extraire de la donnée crédible, de la donnée pertinente. Il faut analyser en fait avec les personnes qui vont l'utiliser ce qu'ils cherchent et ce qu'ils ont besoin comme data pour unifier un référentiel et travailler sur un data warehouse qui est cohérent. Je suis assez d'accord. Jawed? Moi, pour ça, je réponds à ce qu'on appelle, je suis un fervent défendeur de l'employabilité. Il y a des data scientists, il y a des data analysts. Donc, ces nouveaux métiers qui voient le jour, c'est pour réduire ce gap et d'avoir une donnée structurée quand les données ne sont pas structurées pour avoir une analyse. Et le bien-être de l'entreprise de manière générale. Monsieur Saïs, je vous laisse conclure. Oui. Juste pour émettre une recommandation, peut-être. Même si on considère que l'organisation économique actuelle
ni la doctrine juridique aussi, applicable au secteur économique et aux sociétés commerciales de manière générale, ne sont pas incitatifs d'aller vers ce genre de transformation. Il faut absolument ne pas attendre que la législation évolue, il faut anticiper, prendre le temps de le faire tant que nous sommes à l'aise en termes de fonctionnement. Je pense que c'est le devoir de tout manager de penser à long terme et d'anticiper. Le manager, c'est celui qui pense au pire. Si je ne fais rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour mon entreprise une fois la digitalisation sera incontournable? Le manager, c'est celui qui pense au pire et qui souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci d'être venu à toutes et à tous. Monsieur Saïs, vous avez chamboulé tout votre programme. Je sais que vous étiez à Annaba et vous avez fait des mailles des pieds pour venir ici. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Siham Kazeux, oui. Votre fille a 5 ans et c'est son anniversaire aujourd'hui. Tout à fait. Donc je voulais effectivement souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite fille qui a 5 ans aujourd'hui. Je n'ai pas pu être avec elle. Mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur. Voilà, joyeux anniversaire à Naya. Voilà, et elle nous suit. Merci beaucoup. Et c'était votre anniversaire il y a 2 jours de cela. Ah ben voilà. Ah, parfait. Les grands esprits se rencontrent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci à tous. Merci à vous toutes et à vous tous, bien sûr, de nous suivre. C'était le panel 8. Comme je dirais comme Hakim, merci à vous de nous avoir honoré de votre présence et de nous avoir écoutés. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. On se retrouve à 14h30 ici même pour le tout dernier panel où nous allons parler de start-up. À tout à l'heure. Merci. Merci.